Merci, Monsieur le Président de l'Union des fabricants, Mesdames, Messieurs. Je voudrais remercier l'Union des fabricants pour son invitation. Mes collaborateurs et moi-même nous sommes entretenus avec les animateurs de l'Unifab à de très nombreuses reprises depuis maintenant plusieurs années et j'ai toujours pu compter sur leur disponibilité dans la conduite de mes travaux parlementaires. Grâce à leur action, la prise de conscience progresse auprès des décideurs économiques et politiques, mais aussi plus largement dans l'opinion publique, parmi nos concitoyens qui sont des consommateurs très attachés, sans doute encore plus qu'avant, à la qualité et à l'authenticité de ce qu'ils achètent. Tout cela, nous le devons en grande partie à l'Unifab et je tiens à vous remercier ici. Je voudrais vous faire part d'une expérience extrêmement concrète de ce qu'est la contrefaçon, de ce qu'elle provoque comme dégâts économiques et sociaux. Ces dégâts se chiffrent par milliards à l'encontre de grandes entreprises qui sont les étendards de l'excellence française, par exemple. Mais ces dégâts sont tout aussi graves parmi les milliers de créateurs, de producteurs, de fabricants qui sont moins sous le feu de la rampe, mais dont la somme des préjudices finit elle aussi par faire système. Je connais l'un de ces créateurs. C'est un dessinateur, un artiste de grand talent que le public connaît sous le nom de Kibé et dont les œuvres sont reconnues et appréciées dans le monde entier. Voilà ce qu'il me récapitulait il y a quelques jours en prévision de nos échanges. Pour le seul mois de septembre 2020, Kibé, le dessinateur, a déposé 333 plaintes auprès du groupe Alibaba, dont 250 auprès de sa filiale dédiée à l'achat en ligne sur le marché intérieur chinois, Taobao. À la fin de ce mois de septembre, le nombre total de plaintes déposées par Kibé auprès d'Alibaba et de ses diverses marketplaces s'élevait à 6136. Bien évidemment, il n'a pas la capacité de supporter les frais afférents à ces innombrables procédures. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de se laisser piller et de voir ses dessins utilisés par d'autres, reproduits en des millions d'exemplaires. Et comme tant d'autres, Kibé ne peut compter que sur le suivi et la réactivité du géant du e-commerce, qui, en dépit de ses promesses de mieux lutter contre le placement des produits copiés ou contrefaits, en dépit de la mise en place de quelques embryons de mécanismes d'autorégulation, demeure clairement à des années-lumière de ce qu'il serait nécessaire de faire pour tarir la source de contrefacteurs, d'escrocs, mais aussi de fraudeurs à la TVA qui prospèrent sur les sites de e-commerce à nos dépens, mais aussi aux dépens des inventeurs, des producteurs, des travailleurs, des consommateurs, des contribuables que vous représentez. Les exemples, comme celui que je viens de donner, sont légion et ne concernent pas, loin s'en faut, les seuls sites de e-commerce chinois. Vous connaissez les GAFA, particulièrement Amazon, Facebook et son Instagram, qui sont en première ligne dans ce système globalisé de la contrefaçon et du vol de la propriété intellectuelle. Les GAFA ne sont bien sûr pas le tout premier maillon de la chaîne de fraude. Au début de la chaîne se trouve un archipel de lieux de production que toutes les études s'accordent à localiser pour leur écrasante majorité dans le sud-est asiatique et particulièrement en Chine. Et le constat est sans appel. Que l'on s'appuie sur les travaux de la Commission européenne, et je pense notamment à son dernier working staff sur le document sur les droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, que l'on étudie la littérature abondante en provenance des États-Unis eux-mêmes, que l'on relise les documents réalisés par l'Unifab, on sait parfaitement à quoi s'en tenir. La contrefaçon mondiale, c'est comme ce qu'on appelle pudiquement la chaîne de valeur mondiale ou la chaîne d'approvisionnement mondial, c'est made in China à plus de 80%. Et davantage si l'on inclut Hong Kong et Singapour. Et l'actualité européenne, c'est pour ça que j'en parle, ne fait qu'approfondir la discordance finalement entre ce diagnostic, la dépendance stratégique, les déséquilibres commerciaux, les atteintes à notre appareil productif et les remèdes. La signature de l'accord d'investissement avec la Chine, récemment, entre deux réveillons, en pleine crise du Covid, a beau être présenté comme un de ces remèdes, particulièrement sur le sujet de la propriété intellectuelle, moi, je vous le dis, je n'y crois pas une seule seconde. Comment ne pas voir qu'au regard de son passif en matière de mise en œuvre de ses engagements internationaux, de ses projets expansionnistes et facilitateurs de l'acheminement de la contrefaçon, notamment, c'est-à-dire les routes de la soie, au travers aussi d'une diplomatie sélective qui vise explicitement à diviser l'Europe, comment ne pas voir que la Chine est aujourd'hui tout sauf un partenaire fiable? La contrefaçon,
le vol de la propriété intellectuelle ne sont pas pour elle une sorte de dommage collatéral ou d'effet pervers d'un développement économique poussé à une vitesse effrénée. La contrefaçon et le vol de la propriété intellectuelle font partie intégrante de son modèle de développement. Elles lui sont consubstantielles et les clauses inscrites dans l'accord d'investissement n'y changeront rien. Les fins connaisseurs de la réalité chinoise, et vous en faites partie, notamment de sa réalité judiciaire, qui est à la merci du pouvoir politique, savent parfaitement que pour un investisseur, un créateur ou un innovateur européen, brandir cet accord face à un contrefacteur chinois ne sera, dans la plupart des cas, d'aucun secours, d'aucun effet. Alors certes, comme vous, j'ai pris connaissance de quelques contre-exemples. On nous parle d'une affaire d'usurpation du logo d'une célèbre marque américaine de chaussures de sport, dont les imitateurs chinois vendaient les contrefaçons à moitié prix. Cette affaire s'est résolue par une amende de 3,9 millions de dollars. Il paraît que c'est beaucoup. Mais face aux bénéfices accumulés au moyen de cette fraude, je n'en suis pas si sûr. Récemment, un article du Financial Times relatant ce précédent juridique se concluait ainsi. Les juristes disent que de nombreux tribunaux locaux pourraient être réticents à l'idée d'infliger des amendes sévères aux fabricants de biens contrefaits par peur de compromettre la croissance économique. Et là, c'est le nœud du problème. Parce que n'oublions pas que la Chine, elle aussi, elle sort du Covid. Et elle aussi, elle a des besoins en matière de croissance économique. C'est d'ailleurs le pilier numéro 1 de la légitimité et de la crédibilité du Parti communiste chinois. Et donc, ces besoins n'en sont que plus pressants. Et en Chine aussi, il y a un quoi qu'il en coûte. Sauf que parmi les modalités de ce quoi qu'il en coûte, il y a, vous le savez, le travail forcé, dont on parle et à raison dans la presse, mais il y a aussi le vol de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon. Et la Chine, comme je l'ai dit, déploie un immense archipel d'usines et de sites de production qui ne servent qu'à copier et à contrefaire nos produits, vos produits. Les marques américaines représentent 24% des saisies mondiales de contrefaçon. Puis viennent les victimes européennes, la France, avec 17% des saisies mondiales. Puis l'Italie avec 15%, la Suisse avec 11% et l'Allemagne avec 9%. J'évoquais à l'instant les États-Unis. Pour eux, l'enjeu de la lutte contre la contrefaçon et le vol de la propriété intellectuelle est totalement bipartisan. Il transcende tous les clivages politiques. De la gauche des démocrates à la droite des républicains, tout le monde est d'accord pour travailler ensemble afin d'élaborer les ripostes appropriées. Car il en va de l'intégrité de tout l'appareil industriel et donc de la souveraineté du pays. Eh bien moi, je pense qu'une telle approche est aussi nécessaire en France et en Europe. Et je me réjouis de la participation gouvernementale à cet événement, puisque vous avez annoncé, Monsieur le Président, 2 ministres dans vos travaux. Ça témoigne d'une prise de conscience à bon niveau. Et aussi, et ça c'est plutôt ma présence qui l'atteste, d'une progression vers une approche transpartisane. En revanche, je dois vous dire que je suis plus circonspect sur l'attitude européenne. Clairement, la question de la contrefaçon n'est pas encore correctement intégrée par la majorité des parlementaires, notamment ceux qui siègent en commission du commerce international, qui est ma commission. Lors des auditions des 2 derniers candidats au poste de commissaire au commerce, messieurs Hogan puis Dombrovskis, j'ai été un des rares à les questionner sur le sujet. Je m'efforce en tout cas de faire avancer la cause dès que l'occasion m'en est donnée. Et d'ailleurs, à mon initiative, le groupe The Left, auquel j'appartiens, a commandé une étude sur la protection des consommateurs contre les produits dangereux achetés sur les sites de e-commerce. Et comme vous le savez, produits dangereux égale souvent contrefaçon et pas seulement dans le secteur pharmaceutique. Et je vous fais passer cette étude qui, à mon avis, est très intéressante. Quant à la Commission européenne, il est incontestable qu'elle travaille sur cette question et qu'elle y est de plus en plus sensible. Mais il est vrai que cette sensibilité varie selon les différents commissaires. Je me bornerai à dire que celui qui normalement devrait être en première ligne, à savoir le commissaire au commerce international, M. Dombrovskis, a besoin de sérieux encouragements. Et je compte sur vous. Le seul point positif, il a accompagné la création d'un poste de Chief Trade Enforcement Officer, dont la mission est de veiller au respect des règles de l'OMC, dont celle sur la propriété intellectuelle, mais aussi au respect des clauses des accords de libre-échange qui traitent de ces aspects, au premier rang desquels la protection des indications géographiques. Indications géographiques qui sont elles aussi bafouées et copiées, notamment par la dernière puissance économique ayant conclu un accord de protection avec nous. Je vous laisse deviner laquelle.
Quant au commissaire au marché intérieur et à l'industrie et au numérique, M. Thierry Breton, il est obligé d'être concentré sur notre enjeu en raison de la composition de son portefeuille et de la nature même des réformes qu'il porte, à savoir la régulation des sites Internet considérés comme des gatekeepers. Et je pense que la direction prise par l'exécutif européen au travers des Digital Market Act et Digital Service Act, c'est intéressant et c'est même positif. L'idée qui est simple, qui est difficilement réfutable, selon laquelle tout ce qui est illégal dans la sphère réelle doit l'être aussi dans la sphère virtuelle, est vraiment une bonne idée. L'idée de modifier le statut d'hébergeur extrêmement confortable pour les sites de e-commerce comme Amazon, comme Alibaba et consorts, afin d'engager leurs responsabilités en cas de laisser-faire sur la vente illicite, ça c'est vraiment une bonne idée. Alors je reviens au début de mon propos. Le e-commerce n'est pas à l'origine de la contrefaçon, mais il en est le catalyseur. En 2020, les ventes au détail en ligne dans le monde se sont élevées à 4 000 milliards de dollars. Le taux de croissance est de l'ordre de 16%, soit plus 600 milliards par an. Et la part du commerce électronique transfrontalier, qui est l'un des nœuds de la contrefaçon, ne cesse de croître. Elle pesait 15% des transactions en 2015, elle pèsera, selon les projections, 25% en 2021. Pour ne rien arranger, les consommateurs européens achètent de plus en plus, sans toujours s'en rendre compte, auprès des commerçants en ligne établis hors de l'Union européenne. Et la tendance, elle s'accélère là aussi. Donc tout cela additionné donne vraiment une montée assez vertigineuse du pourcentage de la contrefaçon dans les importations européennes. C'est 5% en 2013, près de 7% aujourd'hui, soit en 7 ans une augmentation de 40%. Selon l'Organisation mondiale des douanes, le commerce électronique contribue à faciliter la contrefaçon de produits principalement en raison de l'absence de contrôle des vendeurs et de la manière dont ces produits sont livrés, c'est-à-dire dans des petits colis. Et nous retrouvons à présent tous les maillons de la chaîne. Et cela nous indique, à mon avis, la direction à prendre pour nous efforcer de les briser. Donc premier point, je récapitule pour conclure, la Chine, elle produit presque toute la contrefaçon vendue dans le monde, dans un total de 460 milliards d'euros en 2019. Une part reste bien entendu vendue sur le marché intérieur chinois, comme j'ai illustré tout à l'heure par l'exemple de Kibé ou celui des chaussures de sport américaines. Et ça, on n'en connaît pas la valeur. Cette contrefaçon, elle est transportée sur les cargos, mais aussi sur les trains et les camions qui empruntent les routes de la soie jusqu'en Europe. Et d'ailleurs, l'un des points de passage, nous le savons tous ici, c'est l'Ukraine. Mais nos infrastructures logistiques en Europe ne sont pas en reste. Le port du Pirée, qui a été acquis grâce à un exploitant chinois après que la Grèce a été forcée de privatiser son économie et même une partie de son territoire en 2015. Les routes de la soie qui passent par la Turquie, par les Balkans, mais aussi par voie aérienne ici, en Belgique, avec un aéroport de Liège qui est reconverti en prestataire d'Alibaba, par train en Allemagne, avec l'aide de DHL, par la voie maritime aux Pays-Bas et son port de Rotterdam. Tout ça, ça doit aujourd'hui faire l'objet du débat. Mais la contrefaçon, elle a aussi un potentiel, c'est mon troisième point, encore plus explosif à cause des sites de e-commerce que l'Union européenne veut réguler, semble-t-il, de manière effective, mais aussi à cause des myriades de petits colis qui sont le vecteur physique du e-commerce et qui passent à plus de 90% sous les radars, non seulement faute de moyens humains et matériels, mais aussi faute de moyens réglementaires. J'ajoute un point, la contrefaçon, elle frappe les produits finis. Et nous, et particulièrement nous, Français, vous aussi, les participants, vous le savez mieux que quiconque, elle frappe de plus en plus les consommations intermédiaires. On parle de principes actifs de médicaments, mais aussi une infinité de composants sont copiés et contrefaits. Les composants chimiques d'engrais, qui sont hautement toxiques, les pièces détachées de véhicules, les pièces détachées de biens d'équipement, les pièces détachées d'usines, et même, et ça c'est nos interlocuteurs qui l'affirment, et même des pièces détachées dans les centrales nucléaires. Donc vous voyez bien l'étendue du désastre, et face à cela, la mobilisation de tous est de rigueur. Grandes entreprises, mais aussi petites et moyennes, puissances publiques, nationales, européennes. Il faut inventer des dispositifs nouveaux afin de combler les lacunes de la réglementation, d'améliorer les normes internationales de protection des consommateurs. Nous avons aussi besoin de plus de contrôle sur les marchandises et pour ce faire, les douanes doivent toujours compter sur des moyens renforcés. Cela implique aussi, et ça c'est ma conviction, une approche plus réaliste de l'économie numérique et du commerce international. Et enfin, je pense que ce qui a été dit l'année dernière concernant notre vulnérabilité à la chaîne de valeur mondiale et sur la nécessité de relocaliser, elle vaut à plus forte raison aujourd'hui quand on parle de propriété intellectuelle et de contrefaçon.
Rien ne serait plus déraisonnable que d'en revenir au monde d'avant. Alors je compte sur vous, je compte sur vos travaux pour travailler avec nous pour trouver des solutions. Et je vous souhaite une bonne continuation pour ce sujet qui est absolument essentiel et sur lequel on doit mobiliser nos concitoyennes et nos concitoyens. Merci à vous.